هديتي إلى جماد ثانية. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'était un combat sans merci entre l'ordre humain et celui divin. Le premier avait toutes les forces, mais pas le pouvoir. Le second a le pouvoir et toutes les forces. Seul contre tous ou tous contre un, la connaissance a pris le dessus sur les armes, la plume sur l'épée, le savant sur le tyran, la foi sur les croyances. Conséquence, une ville, une confrérie, une université, l'université Cheikh Al-Khadim, université et universalisme de Cheikh Ahmadou Bamba, le titre de votre émission Belle Ligne, qui reçoit aujourd'hui le professeur Mohamed Galaye Ndiaye. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes théologien et philosophe, diplômé de l'université Al-Azhar en Égypte et de l'université de Liège en Belgique, directeur également de l'Institut Al-Mihrab. Il se trouve à Bruxelles. Nous allons d'abord commencer par l'université Cheikh Al-Khadim, la maquette est jusque-là derrière nous. Est-ce que cette université-là traduit la volonté de Serigne Touba, cette volonté qui peut s'exprimer en cette phrase, la soif d'apprendre, tout simplement? Oui, effectivement, mais je pense qu'ici, il y a lieu de mettre les choses dans leur contexte. Oui. Tout simplement parce que le fondateur du mouridisme, qui est Cheikh Ahmadou Bamba, il est connu comme un homme soufi, un homme spirituel, qui a considéré son miracle, ce qu'il a fait d'extraordinaire, ce qu'on peut appeler comme miracle, ce n'est pas ce qu'on attribue souvent aux hommes spirituels, les soufis, etc., c'est de faire des miracles tangibles, visibles. Oui. Mais le miracle qu'il a produit et qu'il considère comme le vrai ou le véritable miracle, c'est sa plume. Ce que lui, il a produit, ce que lui, il a donné comme connaissance à l'humanité. Oui. D'ailleurs, il le dit, Karamati, khattu yadi, fi khidmatil mu'ayyadi. Donc, il dit, mon miracle, mon génie réside dans ce que ma plume a tracé. Donc là, on est toujours sur le chemin du savoir et de la connaissance. Donc s'il y a quelqu'un qui symbolise réellement la connaissance et la diffusion du savoir, c'est Cheikh Ahmadou Bamba par excellence. Et c'est un retour aux sources, aux écrits par rapport aux fidèles, comme ces écrits sont ces miracles? Oui, effectivement, parce que ces écrits sont adressés pas simplement à ses disciples, mais à l'humanité. Car il le dit même dans certains de ses vers, où il dit les lois, c'est-à-dire que mes écrits sont destinés à l'humanité, pas seulement à une confrérie ou à un groupe de disciples. Oui, la manière dont a été créée cette université en 2018, 37 milliards pour Serigne Mountakha, ça rime à celle dont certaines infrastructures religieuses ou sociales ont été créées. Autrement dit, la participation solidaire, l'économie solidaire ou adieu. Quel symbolisme a ce geste-là dans la confrérie mouride? En fait, c'est un enseignement qu'on a hérité de Cheikh Ahmadou Bamba, car lui-même, il considérait, je l'ai dit d'ailleurs hier dans l'émission que j'ai eu l'occasion d'y participer, d'Inek Diamono. Cheikh Ahmadou Bamba, sa philosophie, c'est de ne pas dépendre des autres, c'est-à-dire toujours construire autour des moyens, donc comme on dit, des moyens du bord. Et donc le cheikh, il avait cette philosophie-là de se dire « Katabtu fil bahri anni la amuddu yadi ila nasara abid al-ma'i wa tin » Je ne tends jamais ma main vers les colons, ceux qui adorent l'eau et l'argile, c'est-à-dire le matérialisme, ce qui symbolise le matérialisme, alors que lui, il tend vers la spiritualité et tout ce qui est donc du monde métaphysique, la connaissance y compris. Oui. Et donc, pour le cheikh, donc il faut construire quelque chose autour, donc on va dire une doctrine endogène, même sur le plan économique. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc l'économie participative. Ouais. Et donc, Cheikh Ahmadou Bamba a donc semé cette doctrine-là que les mourides aujourd'hui, s'ils ont besoin de quelque chose,
Et donc, on ne va pas, comme font certains dans les pays arabes, quémander, etc. Parfois même, on présente une image négative de l'Afrique pour obtenir donc, des subventions et d'autres. Et donc, les mourides, ils sont totalement donc, à l'opposé de tout cela. Et pourtant, donc, le Cheikh l'a créé au 19e siècle, mais les Occidentaux l'ont nommé et daté en ce terme crowdfunding. Pourquoi nous, on a l'impossibilité de dater, de nommer ces choses-là pour que ces choses-là nous appartiennent? On dirait que le crowdfunding est un mot canadien. Effectivement, parce que comme nous, malheureusement, donc là on commence d'ailleurs à conceptualiser, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait dans mon bouquin Sabil Salam, donc Cheikh Ahmadou Bamba, la voie du salut. Donc j'ai essayé de conceptualier la théorie de la non-violence. Alors qu'avant lui, on parlait de Gandhi, Martin Luther King, Thoreau, Henry David Thoreau, John Rhys King, etc. Et donc on oubliait totalement Cheikh Ahmadou Bamba, il n'était même pas cité dans ce champ épistémologique ou bien de la non-violence. C'est pareil également, nos concepts. Et les Occidentaux qui viennent chez nous découvrent des choses et puis ils vont chez eux, ils vont le conceptualiser. Et lorsqu'on conceptualise une chose, donc, ça devient quelque chose qui leur appartient. D'où l'importance de se réapproprier. Malheureusement, mais ça s'est passé à l'époque du Cheikh. Donc, et je disais par exemple par rapport à la non-violence, au moment où Cheikh Ahmadou Bamba disait « J'ai fait un pacte avec Dieu, même si le Mahdi descend sur terre, je ne l'aiderai point, je ne tuerai ni scorpion, ni serpent, ni une âme qui vit », à cette époque-là, Mahatma Gandhi, il était à l'INIF, il n'était même pas connu. Donc il précède Mahatma Gandhi, donc on ne parle même pas de Martin Luther King qui est mort en 1968. C'est comme c'est l'heure historique qui dit que, par exemple, les Amériques ont été créées par Christophe Colomb en 1492. Parlons un peu de ce défi, parce qu'on parle de défi, là, le défi de la création de cette université. Il y a le mot défi qui rime un peu avec l'histoire du mouridisme. Le défi de créer la mosquée de Touba malgré les obstacles du colon. Le défi d'organiser le Magal de Touba en pleine pandémie. Comment expliquer tout cela? C'est la foi, c'est ce qu'on appelle, lorsque le croyant arrive à un stade que Cheikh Muntaka a atteint, donc c'est ce qu'on appelle le tawakkul, c'est-à-dire l'abandon confiant entre les mains de Dieu. Lorsqu'on est un serviteur et qu'on se considère réellement comme un serviteur de Dieu, à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des calculs et d'autres, mais c'est quelque chose qui est inné chez le croyant ou bien qui est, on va dire, acquis chez le croyant, qui fait en sorte que le croyant va agir même dans des moments de difficulté, mais parce qu'il a placé sa confiance entre les mains de Dieu. Et donc Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Si tu places totalement ta confiance entre les mains de Dieu, Dieu te prendra en charge. C'est ce que Cheikh Muntaka a fait, que Dieu le préserve, c'est qu'à un moment, et c'est là où on connaît vraiment les vrais ou les véritables leaders, c'est pendant les crises. Et donc, Cheikh Muntaka, durant cette crise, il a fait preuve donc de cet abandon confiant entre les mains de Dieu, réfléchi, avec concertation, comme il a fait le prophète, paix et salut sur lui. Il avait ce qu'on appelle Ashura, la concertation. Il avait appelé les savants à l'époque, les savants des Mourides. Ils ont discuté sur la question et on a adopté donc une méthode pendant la pandémie et ça donnait donc ses fruits. Donc je pense que c'est un modèle à suivre. Le défi donc, de l'université, pour moi, ce n'est que l'aboutissement d'un projet qui a daté à l'époque du Cheikh. Parce que le Cheikh nous dit qu'il lui restait seulement 3 ambitions donc, pour les atteindre, avant de quitter ce bas monde. Lesquelles? C'est de partir au pèlerinage, qu'il n'a pas fait physiquement, mais il a dit qu'il l'a fait spirituellement. Hein. La seconde, la deuxième, c'est de bâtir donc, une université où les gens viennent de partout pour s'abreuver et également une bibliothèque également qui sera une grande référence en Afrique de l'Ouest. Et donc ces 3 ambitions
aujourd'hui, depuis sa disparition, on voit bien que ses successeurs, ceux qui sont venus après, chacun tente de réaliser une partie. Et je pense que Serigne Abdoulahad Mbacké avait déjà entamé Daaray Kamil. Et donc ici, on est presque à l'aboutissement de ce projet-là. Car le Cheikh le disait même dans ses écrits, Lil Mustafa, li bana al-Quddus madrasatan biha yazul al-aza wal jahlu wal kamad. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, par ses grâces, par sa bénédiction, Dieu a construit pour lui donc une université qui va éliminer, qui va, on va dire, supprimer la souffrance et surtout l'ignorance. C'est important. Tout à l'heure, vous parliez un peu de ce rapport entre la spiritualité et la rationalité. Dès le début de la pandémie, on voyait beaucoup de médecins, autrement dit les rationnels, prendre le pouvoir, prendre la parole. Est-ce que parfois, en temps de crise, la spiritualité doit se placer au-dessus de la rationalité? Est-ce que la rationalité aura une modestie de dire à la spiritualité, bon, allez-y? Vous savez, je vais même vous surprendre parce que moi-même, parfois, je considère Cheikh Ahmadou Bamba comme un rationaliste. Oui. Et parfois, je le considère comme un homme hautement spirituel. Pourquoi? Qui n'a rien à voir. Parce que, tout simplement, il dit dans Massalikul Jinan, dans les itinéraires du paradis, il dit « Touba liman yaquduhu hijahu duna hawahu li rida mawlah ». Il dit « La félicité, le bonheur appartient à celui guidé par sa raison et pas par sa passion. » Pas par sa passion. Donc, il dit c'est celui-là qui est l'homme heureux. C'est lui qui est guidé par sa raison. Alors que lui, c'est un homme soufi. Normalement, il devait nous dire le bonheur appartient à celui qui est guidé par sa spiritualité, par sa foi, etc. Donc, on voit que Cheikh Ahmadou Bamba, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens de lui, en fait, il est, et je le dis même à l'introduction de mon livre Sabil Salam, parce que j'avais un souci pour trouver une méthode pour étudier donc, le Cheikh et ses écrits. Je me suis dit, je vais adopter quelle méthode? Est-ce que je vais étudier je vais adopter par exemple la méthode descriptive ou bien analytique? Et finalement, je me suis dit, d'ailleurs, ce qui parfois est réfutable dans le monde scientifique, c'est le fait de mélanger, de créer une symbiose de méthodes pour étudier une personnalité. Tout simplement parce qu'il a plusieurs facettes. Oui. Et donc, lorsque le personnage il a plusieurs facettes, et donc à ce moment-là, on ne pourra pas donc, adopter une seule méthode pour étudier donc, le personnage. Et donc, Cheikh Ahmadou Bamba et ceux qui aujourd'hui sont comme Salim Moutaka et ceux qui sont venus avant lui, en fait, ils suivent cette méthode-là. Ça ne veut pas dire que pendant la pandémie, parce qu'on s'est basé sur des avis juridiques. Parce qu'il y avait l'imam et 12 personnes ou 40 personnes pour prier dans la grande mosquée. C'est-à-dire qu'on ne va pas abandonner la prière, on va prendre nos précautions, on ne va pas demander à tout le monde de venir prier, mais il y a un avis juridique qui dit, s'il y a un imam qui va diriger la prière du vendredi, l'office du vendredi, et qu'il y a 40 personnes derrière lui, ça suffit. On a dit que cette ville-là n'a pas manqué son devoir donc vis-à-vis de Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'était, donc, on va dire, une démarche réfléchie, mais aussi basée donc, sur les textes et les avis juridiques. Est-ce que la création de l'université Cheikh Khadim va un peu rallumer le débat sur la religion au Sénégal? Parce qu'on ne débat pas beaucoup sur la religion. On dirait que ce sont des thèmes sensibles, fragiles, objets de tension. Vous voulez dire le débat confrérique? Peut-être. Oui, effectivement. Comme une branche, voilà. Bon, normalement, ça ne devrait pas l'être. On dirait qu'il y a des frontières entre... Oui, effectivement. On en ou des aides pour chaque... Oui, effectivement. Ça, c'est vrai. Je veux dire, l'intellectuel sénégalais, il a parfois un souci de s'exprimer, surtout lorsqu'on est sur un plateau. Oui. Alors, on nous caractérise, par exemple, on va dire, professeur Galaye est un mouride. Oui. Et donc, lorsqu'il va parler, peut-être il va parler dans l'intérêt des mourides, il ne va pas parler à l'intérêt ou de l'intérêt du Sénégal, etc. Alors que, moi, je pense qu'un intellectuel doit se départir de tout ça. Il doit penser, et je le dis souvent, le véritable intellectuel, c'est celui qui réfléchit pas à l'intérieur de la communauté, de la société, mais celui qui est au-dessus de la société. Ouais. Et lorsqu'on est au-dessus, on voit mieux
ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est ce que font les philosophes, les penseurs, c'est d'avoir cette idée-là, prendre cette distance-là pour mieux diagnostiquer donc, la société et essayer de piocher donc, les éléments qui sont les plus importants comme déclencheurs pour... un peu de distance. Effectivement. Donc cette distance, elle est très importante. Donc on parle de Descartes, donc le doute méthodique, le cogito ergo sum, etc. Mais aussi il y a Ghazali qui a précédé même Imam al-Ghazali Descartes dans cette question-là. Parce qu'il disait من لم يشك لم يبصر ومن لم يبصر لم ينظر ومن لم ينظر بقي في العمى والضلال الشكوك موصلة إلى المعارف. Et donc il dit celui qui ne regarde pas n'observera pas. Et celui qui n'observe pas n'aura pas la certitude. Oui. Et les doutes mènent vers les certitudes. Oui. Et donc ça c'est la parole de Ghazali bien avant donc Descartes. Et donc je pense que c'est important donc de mettre l'accent sur ce point-là. Et l'université, c'est un berceau de la connaissance, même si c'est l'université Cheikh Al Khadim, mais elle doit participer au décloisonnement des frontières qui existent entre elles. Les confréries ou les religions, par exemple. Effectivement, parce qu'une université ne doit pas avoir une coloration, on va dire, confrérique. Oui. Et seulement peut-être une vision. Une université a besoin d'une vision. Donc, cette vision mène à quoi? À construire un citoyen modèle. Pas un citoyen mouride dans le sens donc confrérique. Parce que l'université, elle est faite pas seulement pour le Sénégal, je ne parle même pas des mourides, elle est faite pour l'Afrique, pour le monde entier qui viennent donc s'abreuver. Comme l'université Al-Azhar, par exemple. Effectivement. Seulement, ce qui va être une particularité donc, de cette université, il faut qu'il y ait une touche. Donc c'est la touche mouride qui va faire, on va dire, l'originalité et la différence. Mais ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, si on s'en tient à la définition du mot mouride, ça touche tout le monde, parce que c'est l'aspirant. En fait. Effectivement, c'est celui qui chemine vers Dieu, c'est ce qu'on appelle dans le soufisme le mouride. Donc c'est celui qui a une volonté d'atteindre Dieu, dans le sens mystique du terme. Et donc, normalement, je pense que cette idée-là, elle est incluse, je veux dire, dans cette vision-là. C'est important. Ce qui est important, vous l'avez dit tout à l'heure. D'ailleurs, je ne vais pas vous couper. Je suis en train de faire un ouvrage, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'avais fait un tweet et qui a créé vraiment un tollé de réactions sur Massalikul Jinan. D'ailleurs, j'avais dit... Rappelez-nous. Parce que le Cheikh, lorsque Seyid Mountakha a effectué son voyage à Dakar, j'avais écrit « Il est temps de donner à Massalikul Jinan, c'est-à-dire la mosquée de Massalikul Jinan, un contenu scientifique qui soit à la hauteur de sa mission. Oui. » Donc, on a fait, les Mourides, les Sénégalais, tout le monde a contribué cette participation, on va dire, économique. Chacun a donné peu ou beaucoup de ce qu'il a. Il a donné, on a construit donc un bijou extraordinaire. Massalikul Jinan, tu passes devant, tu es ébloui, tu es épaté. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas de construire l'aspect architectural, la splendeur du bâtiment, etc. Mais c'est de lui donner un contenu scientifique. C'est important. C'est ça qui va donner donc l'importance donc de ce bâtiment-là. Car, comme vous le savez, Dakar est un grand carrefour intellectuel, donc on va dire une capitale cosmopolite, où il y a plusieurs nationalités, plusieurs cultures. Donc le Massalikul Jinan doit refléter tout cela. D'ailleurs, moi j'ai dit que le sermon doit se faire en arabe, en français, en anglais et d'autres. On doit donner la possibilité à chaque personne qui réside à Dakar, il doit avoir accès à Massalikul Jinan. Donc je pense que peut-être la Massalik qui vient de naître il y a peut-être 2-3 ans, je pense qu'on va cheminer vers ce modèle-là, car on ne peut pas toujours rester dans le modèle donc, hérité et qui est parfois, on va dire, rétrograde. Et vous parlez
du deuxième thème un peu de ce débat, c'est l'universalisme qui est important. Vous notiez tout à l'heure la culture de la non-violence développée par Cheikh Ahmadou Bamba lors de son face-à-face avec les colons, un modèle à importer, à exporter même, je veux dire, parce que la ceinture de feu d'où est le Sénégal, c'est une ceinture dominée par le terrorisme. Mais Cheikh Ahmadou Bamba a peut-être changé de stratégie face aux colons et cette stratégie-là a marché, c'est la stratégie de la non-violence. Mais ici, j'aimerais un peu préciser que l'Afrique, tout va bien, on va dire, sur le plan sécuritaire, tout va bien. Ah oui. Le problème, c'est que c'est les Occidentaux, on va dire, la France, c'est eux qui ont créé tout ça chez nous. L'Africain, il est connu dans son paysage. Mais on ne peut pas s'apitoyer sur nos sorts, quand même. Non, je veux dire par là que ce ne sont pas les Africains qui sont violents, ce n'est pas eux qui ont un islam violent. Non. Donc, je pense que il faut mettre l'accent sur ça. D'ailleurs, le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam. Avec l'islam, même les mouvements djihadistes dont on nous parle, qui se trouvent ici à côté du Mali, etc. Donc, sur une distance de 150 km, tu ne peux pas parcourir 150 km sans trouver ces terroristes-là. Si ces terroristes, ils sont bien équipés, ils ont des matériels, on va dire, extraordinaires, très sophistiqués, d'où vient tout ça? Donc moi je ne pense pas que je ne vais pas entrer dans le jeu pour dire que ouais, il faut combattre le terrorisme en Afrique, etc. Là on est en train de consolider donc la stratégie des colons qui continuent également à exploiter le continent, à créer la guerre, créer la déstabilisation où ils veulent donc dans le continent. Moi je pense que ce sont les leaders africains, les intellectuels qui doivent prendre donc leur destin en main sur cette question. Et en prenant l'exemple, par exemple, sur la culture de la non-violence, oui, effectivement, oui, effectivement, pour répondre maintenant à votre question, oui, c'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs dans mon ouvrage. Je l'ai écrit juste après le 11 septembre. Donc j'avais remarqué que l'islam était dans le box des accusés et qu'on parlait de l'islam et que les Occidentaux avaient peur de l'islam parce que tel qu'on a présenté l'islam après les attentats, c'était horrible, on voit 2 tours qui s'explosent, etc. Les gens sont perdus, etc. Tout cela a créé une conscience collective chez les Européens et ce qu'on appelle l'islamophobie. Et donc, moi je me suis dit, il est temps. J'ai eu la chance de découvrir qui est Cheikh Ahmadou Bamba et sa pensée surtout sur la non-violence. Je me suis dit, le moment est venu pour partager donc cette vision, cette manière de voir le monde, cet islam apaisé. Vous savez, il y a un intellectuel, un écrivain qui s'appelle Eric Joss. Eric Joss, il a parlé d'une théorie très intéressante qui s'appelle la théorie de la réception. C'est-à-dire comment Cheikh Ahmadou Bamba a réceptionné l'islam. Donc cette touche africaine, cette âme africaine qui a façonné notre islam, ça ne veut pas dire qu'on a créé des piliers autres que les piliers connus en islam, mais si vous remarquez, par exemple, l'islam indien, l'islam arabe, l'islam asiatique, etc., on voit dans la pratique parfois la manière d'incarner cet islam, elle est différente. Même si on partage les piliers de l'islam, il y a plusieurs voies. Voilà. Donc il y a une touche qui est très importante. Et donc ici, ce qui caractérise donc notre islam dans notre contexte africain, c'est l'islam tranquille. C'est comme ça que je l'appelle. Un islam apaisé. C'est-à-dire que l'Africain, dans son paysage, il est déjà apaisé. Et d'ailleurs, c'est la question que posait Amadou Hampâté-Bâ et d'autres savants, Séradou Diallo et d'autres, qui disaient pourquoi, parce que dans la tradition, on nous dit qu'il n'y a eu jamais un prophète noir. Oui. Même si c'est faux, on le sait, parce que le Coran dit le contraire. Qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Et donc chaque prophète qui est envoyé quelque part, il a été envoyé avec la langue du peuple. Et donc ce qui veut dire que si Dieu n'a pas envoyé un prophète chez les Africains, ce qui veut dire que les Africains ne sont pas considérés alors. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas suivre aucune religion.
إِلَّا بَعَثْنَا فِيهَا نَذِيرٌ. Dieu nous parle dans le Coran également que chaque peuple, Dieu a envoyé un avertisseur. Ouais. Chaque peuple. Et donc, ce qui veut dire que quand il dit chaque peuple, ça veut dire qu'il y a aussi un nazir qui a été envoyé donc, chez les Africains. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, pour revenir à la question, ouais. Qui était d'ailleurs... la culture de la non-violence. La culture de la non-violence chez Ahmadou Bamba. Et donc, je me suis dit, il faut partager cette culture-là. Parce que, comme si le monde musulman a eu un échec dans la diffusion de l'islam. Parce que partout, la bataille de l'information, on l'a perdue, et de la communication. Effectivement, même aux États-Unis, à Harlem, on en parle souvent. Donc, on a vu comment, avec l'arrivée de Cheikh Mohammed al-Murtada, comment on a façonné Harlem, comment on a changé. On voit aussi en Italie, en Espagne, ailleurs, on voit comment les mourides vivent. Donc, jamais tu vas trouver un mouride, on va dire, radical. Un mouride qui insulte, par exemple, les Occidentaux, ou bien qui adopte un islam la violence. De rejet et de haine, tout simplement parce que notre référence qui est chez Ahmadou Bamba, lui, il avait déjà pardonné même à ses persécuteurs. Ceux qui l'ont persécuté, qui l'ont exilé, il a dit « Afawtu anil a'da'i turran liwajhi man nafahum li ghayri sarmadan lestu alfa'u » Je n'éprouve aucun sentiment de vengeance, j'ai pardonné à tous mes ennemis. Il a prié pour tout le monde. Voilà, donc je pense que cet esprit de s'élever au-dessus des haines et de l'animosité est très donc, important aujourd'hui pour diffuser ça dans le monde, savoir que pardonner, c'est toujours mieux que de ne pas pardonner. Et il a dit une chose extraordinaire, et ce qui concerne également le Magal de Touba. Il dit Ghanitu bishukuri an tadhakkuri ma qad jara bayni wa bayna al-askari. Je me suffis de faire ce qu'on appelle de rendre grâce à Dieu que de me rappeler de mes souvenirs avec les colons. C'est-à-dire quand quelqu'un se souvient des malheurs, ouais. des brimades, des oppressions qu'on a reçues, quand on s'en souvient, on devient méchant, oui, généralement. On est possédé même. Voilà. Et là, on sera dans une colère inouïe. Et donc, c'est pour ça que le Cheikh dit, moi, je ne veux pas me rappeler de ça. Et au lieu de me rappeler, ça ne veut pas dire l'oubli. Hein. C'est-à-dire, il n'a pas oublié. L'oubli n'a pas le pardon. Voilà. Donc, il a dit, tout simplement, je rejette mes mauvais souvenirs par le fait de rendre grâce à Allah. Donc, c'est ça le Magal aujourd'hui. Le Magal, c'est d'oublier les haines, de supprimer, d'enlever, donc de nettoyer nos cœurs de tout rancœur, d'animosité pour s'élever spirituellement et se connecter avec le divin. Je pense que c'est ça, oui, donc le vrai sens du Magal. En jetant un regard dans le rétroviseur, parlant un peu de Cheikh Ahmadou Bamba dans son contexte et de la culture de la non-violence qu'il a adoptée face aux colons, est-ce qu'on peut dire qu'au-delà de la spiritualité, dans le domaine de la rationalité, est-ce que c'est cette stratégie-là de guerre qui lui a permis de remporter cette bataille? Oui, vous savez, Sun Tzu disait, c'est l'art de la guerre, dans son bouquin, oui, il dit, c'est combattre, vaincre sans combattre. Oui. Vaincre sans combattre, avec les armes. Donc, c'est ce que le Cheikh a fait. Parce que quand Thomas Hobbes disait que le savoir est pouvoir, c'est ce que Serigne Touba a fait. Mon djihad se fait par la connaissance et l'éducation spirituelle. Et donc, cette forme de lutte a donné ses fruits. Robinson, qui est un universitaire aux États-Unis, disait que c'est pour voir l'impact des enseignements de nos ancêtres, Cheikh Ahmadou Bamba et d'autres, Alhaji Malick Sy, Cheikh Abdoulaye Niass et d'autres, Elhadji Omar Foutiyou, Ahmadou Cheikhou et tout. Il a dit il faut voir l'impact de leur éducation et de leur enseignement dans la société d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste de tout cela? Aujourd'hui, si je vous posais la question
à un Sénégalais où se trouve Kër Amadou Yàlla, Ouais. où se trouve Alwar, où se trouve, ils ne vont jamais vous donner la bonne réponse, ou bien peu connaissent aujourd'hui ces endroits-là. Mais si vous demandez quelqu'un, Tiawan, si vous demandez quelqu'un Touba, il va vous dire directement où se trouvent ces lieux-là. Il y a quelque chose qui symbolise. Pourquoi? Parce que cette forme de lutte a donné ses fruits, plus que les autres, ceux qui ont porté les armes. On n'est pas en train de dénigrer, Oui. on n'est pas en train Bien de sûr. sous-estimer. Bien sûr. Ils ont utilisé une forme de lutte Oui. à une époque qu'ils considéraient comme appropriée. Mais ceux qui sont venus après, alors à ce moment-là, il y a une montée en puissance donc, de la colonisation et que les armes étaient encore beaucoup plus sophistiquées. La mainmise des Occidentaux, des colons sur le Sénégal était encore beaucoup plus dense et beaucoup plus forte. Et donc, Cheikh Ahmadou Bamba et d'autres, ils ont trouvé que ce n'est pas le moment, ou bien le moment n'est pas adapté donc pour prendre des armes pour combattre. Et c'est pour cela qu'ils ont adopté cette méthode-là d'enseignement et d'éducation spirituelle. Et c'est ce qu'aujourd'hui qu'on remarque, donc que cette pensée-là, cette façon-là, aujourd'hui, c'est ce qui caractérise d'ailleurs notre société sénégalaise. Un modèle à vendre, un modèle universel à vendre, ça passe dans les universités, mais ça passe d'abord l'université. On peut dire que c'est la branche la plus haute. Ça passe d'abord dès le bas âge, le primaire. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je donne malheureusement que l'exemple. cette éducation, on ne l'enseigne pas à nos enfants. Je donne l'exemple de la mort d'Élisabeth II, nos condoléances. Mais la manière dont l'Angleterre, l'Occident a attribué la force que l'Occident a attribuée à ce royaume, nous aussi, on a nos rois, nos reines, nos héros, nos héroïnes. Effectivement. Mais pourquoi pas les valoriser? Ça passe dans le circuit éducatif parce que l'université, Oui, j'ai un ami c'est l'achèvement. qui est d'ailleurs imam à Massalikul Jinan, qui a écrit un ouvrage. Il l'a intitulé La quête d'un référent au Sénégal, qui est un ouvrage très intéressant. Et il donne comme exemple chez Ahmadou Bamba comment il peut devenir qu'il ait cette référence-là. Il donne tous les arguments sur le plan culturel, sur le plan éducatif, sur le plan social, sur le plan économique, etc. Pour chaque domaine, il nous montre par preuve à l'appui comment Cheikh Ahmadou Bamba peut être donc un modèle dans ce sens-là. Je pense que c'est l'éducation nationale qui est en faillite aujourd'hui. Oui. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. D'où le rôle de l'université, de distiller un peu le savoir. Voilà. Notre combat à nous, c'est de distiller, comme vous le faites, dans les vidéos que vous suivez, quand j'étais à l'université, dans vos écrits, dans vos interventions, parce que la toile, c'est le nouvel espace public, c'est important que les intellectuels l'envahissent, ce qui n'est pas le cas. C'est important un peu de distiller le savoir. Effectivement, ce que vous venez de dire nous mène vers la seconde question, c'est l'universalisme donc de la pensée du cheikh. Et là, vous savez que le cheikh, il a dit dans ses écrits, Katabtu fil bahri anni la amuddu yadi ila nasara. On en a parlé tout à l'heure, que j'ai écrit lorsque j'étais dans mon lieu d'exil, que je ne tends jamais ma main vers les Occidentaux. Mais il a dit aussi, inni ukhatibu nasara turran. C'est-à-dire que son discours aussi s'adresse aux colons. L'universalité, philosophiquement parlant, pour moi, personnellement, ça n'engage que moi, ce n'est qu'un concept qui est vide. Pourquoi? Qui est vide. Et seul celui qui a l'hégémonie et la force qui remplit ce concept avec un contenu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Kant disait les concepts naissent vides. Ce sont les savants qui les remplissent. C'est-à-dire qu'un mot dans le dictionnaire français, moi je peux prendre le même mot et lui donner un contenu nouveau. Alors ici, ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on parle aujourd'hui des valeurs, on dit qu'il y a ce qu'on appelle les valeurs universelles. On est d'accord? Bon. Aujourd'hui, il y a certains qui veulent nous faire croire que telle chose, je ne vais pas nommer, que ça fait partie des valeurs universelles. Alors que dans notre religion, on rejette cela.
l'imposition idéologique. Idéologique et d'autres. Les LGBT, etc. Non, moi je ne rentre pas dans allez-y, tout ça. non, jeune homme, mal nommé, c'est ajouté au malheur à ce monde Camus. Allez-y. Moi, je vais seulement donner des idées comme ça. Alors, là, par exemple, on va dire, c'est lui qui a la force. Je vais donner tout simplement un exemple. Allez-y. Hier, j'en ai même parlé un peu, j'ai taquiné un collègue sur le plateau. On a parlé de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. On l'enseigne aujourd'hui à nos enfants. Alors oui. C'est une erreur. Vous le pensez? Oui, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que dire guerre mondiale, il faut que le monde entier se mette en guerre. C'est vrai, il y avait les noms alignés. Oui. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des nations qui se faisaient la guerre, et c'est eux les gens les plus importants dans le monde, et donc on a associé le reste du monde. Oui. On a dit que c'était une guerre mondiale, alors que c'était une guerre européenne, américaine, etc. L'Afrique n'a rien à voir. C'est vrai qu'ils sont venus ici chercher des gens pour les aider, des tirailleurs et d'autres, mais ça n'a rien à foutre de cette guerre, vous m'excusez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette guerre mondiale, ce n'est pas une guerre mondiale. Et donc aujourd'hui, on doit enseigner nos enfants tout cela. C'est-à-dire que tout ce qui engage l'Occident nous engage. Oui. Alors qu'on n'a rien à voir dans tout ça. Et malheureusement, c'est la réforme des concepts qu'il faut aujourd'hui. Pour éduquer la jeunesse d'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une réforme des concepts et avoir une vision donc, propre à nous, Africains. Et c'est cela qui va nous permettre de se démarquer donc, de cette situation donc, catastrophique dans laquelle nous vivons. Il faut réinventer les concepts, peut-être décomplexer les mentalités. L'université Cheikh Abdoulim participe dans cette logique. Suivez-le dans les vidéos. Allez-y. Et là, pour terminer, donc, parler de l'universalisme donc, de la pensée de Cheikh Bamba dépend de quelque chose. De quoi? D'avoir cette power, cette force économique. Si on est faible, on ne peut rien distiller, on ne peut rien. Et ça, c'est un autre combat. Oui. C'est le défi économique, le défi culturel, le défi scientifique. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose de précieux et que le monde entier doit venir pour le chercher. C'est à nous de transporter tout ça. Et cela requiert des moyens. Et il faut aussi des universités. Donc là, je pense qu'on est sur le chemin. Mais on n'est même pas encore, je vais dire, au milieu du chemin. C'est important. L'essentiel, c'est d'être sur le chemin. Professeur Mohamed Galaye Ndiaye était notre invité. En tout cas, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes théologien, philosophe diplômé de l'université Al-Azhar en Égypte et de l'université de Liège en Belgique, directeur de l'Institut Al-Mihrab à Bruxelles, auteur de plusieurs ouvrages. Il était l'invité de votre émission Belle Ligne, En route vers le Safar. Le Magal de Touba, c'est le 15 septembre prochain. Merci également à la noblesse technique, ceux et celles qui nous ont permis un peu de réaliser cette émission. Rendez-vous l'autre semaine pour un autre espace du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV.